Sud Radio, l'invité politique, Benjamin Glaise. Bonjour à toutes et à tous, Sud Radio, il est 8h35. Parlons vrai avec mon invité ce matin, Yann Brossat, bonjour. Bonjour Benjamin Glaise. Sénateur de Paris, porte-parole du PCF. Alors au menu, ce matin avec vous, le nom du candidat de la gauche pour Matignon qui sera bientôt dévoilé, une coalition à l'Assemblée, avec qui? Avec ou sans les Insoumis. Puis nous parlerons aussi du logement. C'est un domaine que vous maîtrisez particulièrement, le nouveau Front Populaire, qui veut notamment interdire les expulsions locatives. Sous quelles conditions? Vous allez nous dire tout cela dans un instant. Mais d'abord, vous avez lu, j'imagine, cette lettre aux Français d'Emmanuel Macron. Que dit le chef de l'État sur ces résultats des législatives? Il dit « Personne ne l'a emporté, aucune force politique ». Est-ce qu'il a raison, le président de la République ? Non, je pense que le président de la République manifeste une forme de déni absolument incroyable. Au fond, on a un président de la République qui a décidé de recourir aux urnes et qui ne tient pas compte du résultat des urnes. Le résultat des urnes, il est assez clair. Il y a un camp qui a perdu, c'est le camp de la Macronie qui a perdu plusieurs dizaines de sièges à l'Assemblée nationale. Et puis il y a parmi les trois blocs, un bloc qui est arrivé en tête, c'est le nouveau Front Populaire. Et nous disposons d'une majorité relative. Cette majorité relative, il faut que le président de la République la reconnaisse. Et par conséquent, c'est nous qui avons vocation à gouverner, en faisant évidemment attention à rassembler, parce que cette majorité n'est que relative, mais enfin c'est une majorité quand même. Il va falloir un petit peu trouver des alliances, des coalitions. On va revenir dans un instant. Juste d'un mot aussi, le président de la République qui dit il nommera un Premier ministre lorsque les partis auront construit des compromis. Finalement, il vous met face à vos responsabilités d'une certaine manière. Je trouve que tout ça est quand même un peu étonnant, parce que qui est à l'origine de ce grand désordre ? Qui a provoqué ce bordel dans lequel nous sommes aujourd'hui? C'est le président de la République. Il n'était pas obligé d'en recourir à une dissolution. C'est lui qui a choisi de dissoudre. Et c'est donc lui qui a provoqué la situation dans laquelle nous sommes. Vous savez, il me fait penser à un enfant qui serait au milieu d'une pièce, qui ferait tomber un verre de lait et qui dirait « je reviens quand c'est propre ». C'est la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et donc, il explique que la responsabilité en revient aux autres. Je le redis, le premier responsable de cette situation de chaos dans laquelle nous sommes, c'est lui. Moi, mon espoir, c'est que nous puissions effectivement avoir demain un gouvernement du nouveau Front Populaire, parce que c'est ce que les électrices et les électeurs ont décidé, mais effectivement, un gouvernement qui soit capable d'apaiser, de rassembler, de créer une forme de démocratie un peu plus sereine que celle que nous avons connue ces dernières années, sans recourir tous les 4 matins au 49.3, donc en étant capable de convaincre d'autres forces politiques pour faire voter des projets de loi et des propositions de loi. On va y revenir, mais ça veut dire que vous vous interdisez le 49.3 ou les décrets pour gouverner ? Ça veut dire que je ne crois pas... Vous avez raison de le dire. Ça veut dire que je pense que si notre démocratie est aujourd'hui malade, c'est parce que le Parlement a été, depuis des années maintenant, brutalisé. À coup notamment de 49.3 quasi systématique. On avait l'impression, depuis 2 ans, lorsque les macronistes disposaient d'une majorité relative, qu'ils n'essayaient même pas de convaincre. Et que le 49.3, au fond, était devenu quasiment banal. Je ne dis pas qu'on n'utilisera jamais le 49.3, mais je dis qu'il faut le proscrire autant que faire se peut. Faire en sorte qu'on puisse avoir des majorités d'idées sur un certain nombre de sujets. Et je pense que la démocratie en sortirait grandie. Au fond, la chose positive qui pourrait ressortir de cette nouvelle Assemblée, c'est ça, c'est une vie politique un peu plus parlementarisée, un Parlement un peu plus respecté, un peu moins méprisé qu'il ne l'a été par le passé. Et franchement, je crois qu'on ne peut pas faire pire que ce qu'on a connu ces 2 dernières années. On connaîtra normalement le nom du Premier ministrable pour le nouveau Front Populaire demain. Il y a plusieurs noms qui ressortent déjà. Tout d'abord, celui d'Olivier Faure. Ce serait un bon profil pour être Premier ministre? Ça, en tout cas, pour ce qui nous concerne, nous, les communistes, c'est Fabien Roussel qui participe aux négociations. Nous avons dit une chose très simple, c'est que nous ne bloquerons aucun nom. Nous, ce que nous souhaitons, au fond, c'est qu'on aboutisse le plus vite possible, que nous ayons, du côté du nouveau Front Populaire, une proposition de nom qui émerge. Donc, nous ne serons jamais à l'origine d'un quelconque blocage. Nous, ce que nous souhaitons, c'est qu'on avance... Ni sur les Insoumis, ni sur Jean-Luc Mélenchon. Vous avez bien compris. Pour ce qui concerne Jean-Luc Mélenchon, de fait, la question ne se pose plus. Jean-Luc Mélenchon n'est pas candidat à Matignon. Les Insoumis, je crois, ont mis sur la table d'autres propositions. On dit qu'ils tirent un peu les ficelles. Mais en tout cas, ce que nous ne souhaitons pas, nous, c'est être une source de blocage.
blocage. Ce qu'il faut, c'est qu'on ait rapidement une proposition, parce que c'est ce qui est attendu par les Français. Et puis nous souhaitons que ce gouvernement puisse rapidement se mettre en place pour régler les problèmes du pays et traiter notamment l'urgence sociale, la question des salaires, la question du pouvoir d'achat, de la rémunération du travail. Bref, ce pourquoi nous avons été élus. Donc nous, c'est cela que nous souhaitons. Donc pas de blocage de notre côté. Donc ça peut être un ou une insoumise. Ça peut être quelqu'un issu des nouvelles, du nouveau Front Populaire. Avec quand même un souci, je le redis, c'est d'être à même d'atteindre l'objectif que j'ai fixé tout à l'heure, c'est-à-dire être capable de rassembler des majorités sur des projets de loi. Parce que gouverner, c'est bien, mais obtenir que notre politique puisse être appliquée, c'est mieux. Et donc pour ça, il faut être capable de convaincre, il faut être capable de rassembler, il faut être capable de tendre la main, et ce sera la tâche du prochain Premier ministre. Tendre la main à qui? C'est toute la question. On a quand même, alors peut-être l'aile gauche, on ne sait pas, des macronistes. En tout cas, on sait une chose, c'est que les élus du camp présidentiel disent un seul insoumis au gouvernement suffirait à leur faire voter la censure. C'est clair. Je trouve ça d'un sectarisme absolument pathétique. Vous vous rendez compte, des macronistes dire ça, les mêmes macronistes qui il y a une semaine mendiaient les voix du nouveau Front Populaire, y compris donc celles des insoumis, pour faire barrage au Rassemblement national. D'ailleurs quand même, ils sont un peu ingrats, hein, parce que s'il y a encore autant de députés Renaissance à l'Assemblée nationale, bon, il y en a moins qu'avant, enfin il y en a quand même relativement beaucoup, ils ont sauvé les meubles, c'est parce que des électeurs de gauche, des électeurs du nouveau Front Populaire ont voté pour eux pour faire barrage au Rassemblement national. Et maintenant, les mêmes disent il est hors de question qu'il y ait un gouvernement du nouveau Front Populaire parce que ce ne sont pas des gens qui appartiennent aux valeurs républicaines. Enfin tout ça est quand même lunaire. Et puis par ailleurs, vous savez, moi je pense qu'on doit se déterminer par rapport au fond. Imaginons que demain on ait un gouvernement du nouveau Front Populaire qui décide, conformément à son programme, de recréer une police de proximité. Puisque dans notre programme, nous disons qu'il faut recréer une police de proximité. Oui. Vous imaginez des députés Renaissance voter contre le rétablissement de la police de proximité, retourner devant leurs électeurs en circonscription et assumer le fait qu'ils ont fait battre un projet de loi visant à recréer une police de proximité. Autre exemple. C'est une trahison vis-à-vis des électeurs, parce qu'il y a eu ces désistements avec des insoumis, notamment puis de la gauche, qui ont appelé à voter pour des candidats macronistes. Ça serait une trahison de leur part aujourd'hui de tourner le dos finalement au nouveau Front Populaire, même si c'est un insoumis qui est Premier ministre. En tout cas, ça n'est pas respectueux. Ça n'est pas respectueux vis-à-vis de ces millions d'électrices et d'électeurs qui ont fait le choix du barrage républicain. Et d'ailleurs, ça vaut dans les deux sens. Ça nous oblige les uns et les autres. Nous, du côté de la gauche, ça nous oblige à être rassembleurs et à veiller à construire des majorités de projets. Ça les oblige, eux aussi, à sortir de ce sectarisme terriblement bête. Excusez-moi, mais je trouve ça terriblement bête de dire nous voterons contre systématiquement parce que nous n'aimons pas la couleur politique de tel ou tel ministre. On ne se détermine pas en fonction de la couleur politique de tel ou tel ministre. On se détermine en fonction de l'intérêt général, en fonction de l'intérêt des Français. La question qu'on doit se poser face à un projet de loi, c'est est-ce que c'est bon pour les Français ? Je prenais l'exemple de la police de proximité. Autre exemple, l'hôpital public. Nous faisons comme proposition un plan de rattrapage pour l'hôpital public parce que tout le monde voit bien que depuis des années maintenant, l'hôpital public a été clochardisé et que la question de l'accès à la santé, tout le monde en a parlé pendant la campagne. Demain, si nous présentons un projet de loi pour recréer des lits dans l'hôpital public, pour des embauches massives dans l'hôpital public, pour augmenter le salaire des soignants, ils vont pas oser voter contre. Ça veut dire que vous faites une croix sur certaines mesures qui ne seront pas consensuelles. Le SMIC à 1 600 €. Non mais nous convoquerons, là aussi, conformément à notre programme, une conférence salariale. Au sein de cette conférence salariale, il y aura des représentants du patronat, il y aura des représentants des travailleurs. Évidemment que nous mettrons en œuvre des mesures immédiates pour améliorer le pouvoir d'achat des Français. Bon, par décret, à ce moment-là ? En l'occurrence, l'augmentation du SMIC, mais ça, c'est pas moi qui le décide. L'augmentation du SMIC, ça passe par des décrets. Et donc, je ne dis pas que nous n'aurons jamais recours au décret. Ça relève du décret. Donc, on ne va pas inventer une loi sur un sujet qui ne passe pas par là. En revanche, ce que je dis, c'est que nous avons besoin, par exemple,
d'un dialogue social, d'un dialogue avec à la fois les syndicats de travailleurs, le patronat, beaucoup plus poussé que ce qu'on a connu ces dernières années. Vous vous souvenez de la manière dont a été passée la réforme des retraites contre l'écrasante majorité des syndicats de travailleurs. On ne peut pas continuer à gouverner le pays comme ça. Il y a besoin d'une démocratie sociale beaucoup plus poussée. D'ailleurs, à ce niveau, pour exiger un gouvernement issu du nouveau Front populaire, vous avez peut-être vu la CGT cheminot qui appelle à manifester du côté des préfectures, en région, aussi du côté de l'Assemblée nationale. Est-ce que vous y serez vous-même ? En tout cas, c'est le rôle des syndicats d'appeler à des mobilisations. Ils le font, je les soutiens. Et des élus d'y participer ou pas ? Et des élus, évidemment, d'y participer. Oui, moi j'y participerai assurément dès lors que les dates seront précisées. Oui, bien sûr. 9 députés communistes élus dans cette législature, c'est insuffisant pour créer un groupe à l'Assemblée. Vous allez siéger avec qui ? Avec qui vont siéger les députés communistes ? D'abord André Chassaigne, notre président de groupe sortant, il travaille activement. Il a été réélu dans sa circonscription du Puy-de-Dôme. Je suis convaincu que nous aurons un groupe à l'Assemblée nationale. André y travaille et ce sera le cas notamment, en tout cas je pense que ça avance dans le bon sens avec des députés ultramarins. Donc j'ai bon espoir que nous ayons un groupe. Enfin, j'en suis même assez convaincu. En tout cas, dans son histoire, le PCF n'a jamais eu aussi peu de députés. Yann Brossat. Fabien Roussel, lui, n'a pas été réélu. Il a été battu dès le premier tour par un candidat RN. Est-ce qu'il peut rester aujourd'hui à la tête du Parti communiste français ? Oui, bien sûr. Par ailleurs, on a connu des périodes plus dures en termes de représentation à l'Assemblée nationale. Alors, je regardais 9 députés, c'est jamais arrivé. 10 députés, oui, plusieurs fois, mais... En tout cas, au final, je suis convaincu que nous aurons un groupe. Et pour ce qui concerne Fabien Roussel, il est notre secrétaire national et il le restera. Je voudrais juste préciser une chose. Oui. Comment ça se fait que le Parti communiste ait effectivement subi un sort plus difficile à ces élections ? Pour une raison assez simple, c'est que la gauche, notamment à ces dernières législatives, enregistre de très bonnes performances dans les grandes métropoles. Elle enregistre de moins bonnes performances dans ce qu'on appelle la France périphérique, la France des campagnes, la France des villes moyennes. Or, parce que c'est le RN qui a récupéré cet électorat. Or l'implantation du Parti communiste, c'est d'abord la France périphérique. Et donc, ça doit nous interroger, pas seulement le Parti communiste, mais la gauche de manière générale. Quand je vois, par exemple, que dans le bassin minier, là où Fabien Roussel était élu, il n'y a plus une seule circonscription de gauche, et elles sont toutes détenues par le Rassemblement national, ça doit nous interroger. Et si nous souhaitons... Ça veut dire que la gauche, aujourd'hui, elle ne parle qu'aux grandes villes ? Ça veut dire que la gauche doit trouver un discours qui lui permette de s'adresser à la fois aux électrices et aux électeurs des grandes métropoles, j'en suis un moi-même puisque je suis élu de Paris, oui, mais qui soit aussi capable de s'adresser à la France périphérique. C'est aussi ce que disent d'autres responsables politiques, notamment François Ruffin, et je pense qu'il y a matière à réfléchir sur ce sujet. Si nous souhaitons disposer demain d'une majorité absolue, il va bien falloir parler au-delà des grandes métropoles. Yann Brossat, un site d'extrême droite a appelé à tuer un certain nombre d'avocats, des élus de gauche dont vous faites partie. Vous avez porté plainte, l'enquête avance ? Oui, j'ai évidemment porté plainte. On ne peut pas admettre qu'un site, effectivement un site d'extrême droite, en appelle au meurtre d'un certain nombre d'avocats ou de responsables, d'élus politiques. Donc oui, j'ai porté plainte et j'ai bon espoir que l'enquête puisse avancer pour identifier les auteurs de ce site et faire en sorte qu'ils soient punis. Avec un site a priori hébergé en Russie, ça veut dire que ça va être compliqué tout de même d'avancer. C'est le rôle de la justice de faire son travail. En tout cas, ce que je souhaite, c'est qu'à chaque fois, ça ne me concerne pas que moi, ça concerne aussi beaucoup d'autres élus. À chaque fois que des élus sont victimes de ce type d'appel au meurtre, il y a des condamnations exemplaires. Globalement, je trouve quand même que notre démocratie est malade de cette violence qui se répand partout, violence en mots, violence en actes. Il n'y a pas que des élus d'ailleurs qui en sont la cible. Tout cela est très dangereux et tout cela montre bien quand même que la dédiabolisation de l'extrême droite dont on nous a beaucoup parlé, en réalité est une fable et ne correspond pas à la réalité. Derrière l'extrême droite, il y a de la violence, il y a de la haine. Et des appels au meurtre comme cela. L'arrivée au pouvoir du Rassemblement national n'est que partie remise. C'est Marine Le Pen qui a dit cela. Ce sont des propos qui vous inquiètent. Elle a raison déjà ou pas de dire cela ? Vous y croyez ça ? Vous savez, on nous avait dit que la victoire du Rassemblement national dès cette fois-ci était inexorable. C'était au fond chronique d'une victoire du RN annoncée. Et puis au final... Il y a eu les désistements. Il y a surtout eu les électeurs qui ont décidé. Parce que les désistements, ça n'enlève pas le fait que derrière, les électeurs votent.
Et dans notre pays, il y avait malgré tout une grande majorité de Français qui ne souhaitaient pas que le Rassemblement national dispose d'une majorité absolue. Les désistements, ça ne tronque pas l'élection, ça ne truque pas l'élection. Au final, il y a des bulletins dans l'urne. Et les bulletins dans l'urne ont abouti au fait que le RN n'a pas de majorité absolue et qu'il n'a même pas de majorité tout court. Plus de 10 millions de Français ont voté Rassemblement national sur ces législatives. À titre de comparaison, en 2017, La République En Marche avait obtenu la majorité absolue avec un peu moins de 9 millions de voix. Est-ce qu'il n'y a pas un problème démocratique là-dessus Ça, c'est la question du mode de scrutin. D'abord, moi, je respecte les élections avec le mode de scrutin qui est le leur, même si je n'aime pas ce mode de scrutin. Donc, j'invite chacun à respecter le résultat des urnes, y compris le Rassemblement national, qui, je trouve, passe quand même beaucoup de temps à délégitimer l'élection législative parce que le résultat ne leur plaît pas. Après, on peut avoir une réflexion, et moi j'y participerai, sur le mode de scrutin. Quel est le mode de scrutin le plus juste ? Moi je suis favorable. La proportionnelle ou pas ? Moi je suis favorable à une réflexion sur la proportionnelle. Bien sûr, je pense que la proportionnelle est un mode de scrutin plus juste. Après, il faut discuter des conditions dans lesquelles la proportionnelle se fait. À quelle échelle on a la proportionnelle ? Est-ce que c'est à l'échelle nationale ? Est-ce que c'est à l'échelle départementale ? Est-ce qu'il y a un seuil minimum ? Mais enfin, en tout cas, oui, je pense que la proportionnelle est un mode de scrutin plus juste. Le Parti communiste s'est d'ailleurs toujours battu pour la proportionnelle. Il n'y a pas de raison qu'on change d'avis sur le sujet. Un mot, je viens de voir ça, le président du Sénat, Gérard Larcher, qui annonce qu'il s'opposera à un Premier ministre issu du nouveau Front populaire et qui l'appellera à la censure. Ben voyez, je trouve ça très sectaire. Je trouve ça à la fois très sectaire et pas démocratique. On ne peut pas dire je vais censurer parce que le résultat des urnes ne me plaît pas. Il n'y a pas encore un Premier ministre, il n'y a pas encore un projet de loi que déjà ils expliquent on va faire une censure. Enfin, je pense pas que les Français attendent ça de nous. Ce que les Français attendent de nous, c'est qu'on règle leurs problèmes en matière de pouvoir d'achat, en matière d'accès à la santé, d'école, de sécurité, de justice. C'est ça que les Français attendent de nous. Donc commençons par mettre en place un gouvernement, par déposer un certain nombre de projets de loi qui visent précisément à traiter des problèmes des Français, et puis chacun se déterminera ensuite. Mais un peu de sérénité ferait du bien à tout le monde. Je pense aussi que c'est ce qu'on attend du Sénat. Ça c'est dit. Sur le logement, c'est votre domaine. Vous parliez de mesures, de programmes. Il y en a deux dont j'aimerais parler avec vous. Tout d'abord, c'est la réquisition des logements vides nécessaires pour loger les sans-abri. Comment ça se déclinerait très exactement, cette mesure ? D'abord, le constat que nous faisons, c'est qu'on a, notamment dans nos grandes métropoles, je le vois à Paris, de plus en plus de logements vides d'un côté, de plus en plus de personnes à la rue de l'autre. On a eu une explosion depuis 10 ans maintenant du nombre de personnes à la rue qui est indigne de la 7e puissance économique du monde. Ce que nous disons dans le nouveau Front populaire, c'est que on peut pas avoir cette situation-là et ne pas réagir. La loi, depuis d'ailleurs l'appel de l'abbé Pierre, prévoit la possibilité de réquisitionner des logements vacants. Moi, je pense qu'il faut commencer par les bâtiments vacants. Lorsque vous avez des bâtiments vacants, je pense en particulier par exemple, à des immeubles de bureaux ou à d'anciens hôtels qui sont vides, qui sont identifiés, ça n'est pas normal. Vous savez, j'ai en tête un certain nombre de bâtiments que j'ai signalés quand j'étais encore adjoint à la maire de Paris en charge du logement, au préfet, en lui disant réquisitionner, ça n'a jamais été fait. Moi, ce que je souhaite par ailleurs, c'est que le droit de réquisition, qui dépend aujourd'hui des préfets, puisse être avec transféré, transféré au maire. Oui, c'est prévu par la loi. Il y a évidemment une compensation. Il y a la nécessité, à l'issue de la réquisition d'ailleurs, de remettre en l'état le bâtiment. Mais bien sûr qu'on a besoin de réquisitionner, parce que personne ne peut admettre qu'on ait ces bâtiments vides alors qu'autant de gens dorment dehors. Il ne s'agit pas de réquisitionner un logement vide dans une copropriété, ce serait trop compliqué à gérer. Mais des bâtiments vides, oui, bien sûr. Interdire les expulsions locatives pour impayés sans proposition de relogement, c'est une autre mesure qui fait beaucoup réagir. Quant au logement, ça va concerner qui exactement ? On parle là des bailleurs sociaux, on parle là des propriétaires privés ? Lorsque vous avez des personnes qui sont de bonne foi, j'y insiste, de bonne foi, qui sont en situation d'impayés parce qu'elles ont des difficultés, la priorité, ça n'est pas de les expulser. La priorité, c'est de les reloger et donc de leur faire une proposition. De bonne foi, ça veut dire quoi, juste pour qu'on soit clair ? De bonne foi, ça veut dire que ce sont des personnes qui ont des difficultés économiques, pas des personnes qui ont fait le choix de ne pas payer parce qu'elles n'ont pas envie de payer. C'est ce qu'on appelle des ménages de bonne foi. La priorité, c'est de leur permettre d'avoir accès à un logement social. Et donc, effectivement,
ce que nous souhaitons, nous, c'est qu'elles aient accès à un logement social, ce qui permettra du même coup au propriétaire de retrouver son logement et d'avoir un locataire qui, lui, paye ses loyers. C'est ça le sujet. Et donc, bien sûr, mais d'ailleurs, c'était prévu, y compris par une circulaire qu'on appelait la circulaire Valls, du temps où il était Premier ministre, qui prévoyait qu'il n'y ait pas d'expulsion sans relogement pour les personnes qui sont en difficulté sociale. Yann Brossat, si le locataire en question refuse les propositions qui lui sont faites, comment ça se passe à ce moment-là ? Il doit accepter les propositions de logement social qui lui sont faites. Oui, bien sûr. Et il faut d'ailleurs qu'il ait une demande de logement social. Mais enfin, on parle souvent de familles qui ont une demande de logement social qui traîne depuis des années et qui n'a pas abouti. Et donc à ce moment-là, bien sûr, dès lors que il y a refus d'une proposition de logement social qui a été faite et qui est dans la même aire géographique que le lieu où il habite et le lieu où il travaille, il perd son droit au maintien dans les lieux, ce qui me paraît normal. Est-ce qu'on a cette place déjà dans les logements sociaux ? D'abord, tout cela ne marche qu'à la condition, en parallèle, de produire massivement du logement social. C'est évident. On a beaucoup souffert ces dernières années, singulièrement depuis qu'Emmanuel Macron est président de la République, d'une chute de la production de logements sociaux. Donc il faut produire massivement du logement social à nouveau et en produire prioritairement dans les territoires où on en manque, dans les villes qui ne respectent pas ce qu'on appelle la loi SRU et qui de fait ont des maires qui se comportent comme des délinquants puisqu'ils assument de ne pas respecter la loi. La loi, ça vaut pour tout le monde, y compris pour les maires de ces communes qui aujourd'hui l'entravent et qui n'assument pas leurs obligations en matière de logement social. Allez, Yann Brossat, plus léger. Est-ce que vous avez votre maillot de bain ou pas ? Est-ce que j'ai mon maillot de bain là sur moi tout de suite? Non, parce que vous ne m'avez pas dit qu'on allait se baigner ensemble. Je vous propose une petite baignade dans la Seine, ou plutôt Hidalgo, peut-être Anne Hidalgo vous en propose une. Vous avez été, vous l'avez dit, son adjoint avant d'être sénateur à la mairie de Paris. Au logement, pas à la natation. Au logement, effectivement, mais est-ce que justement il y aura cette spécialité natation? Est-ce que vous allez vous baigner avec elle? On parle de la date du 17 juillet, si je me trompe pas. Écoutez, je ne suis pas à ce jour invité, mais dès lors que je le serai, je le ferai avec grand plaisir, bien sûr. Merci d'avoir été avec nous ce matin, Yann Brossat, je le rappelle, donc sénateur de Paris, porte-parole du PCF. Très bonne journée à vous. Sud Radio, il est à 8h56. Un numéro, vous le connaissez, 0826 300 300. Vous nous appelez. C'est Manu qui vous a au standard. Et puis, on passe une demi-heure ensemble, quel que soit le sujet que vous souhaitez évoquer. À tout de suite.